lorsqu'un chasseur de serpents du Queensland a découvert des bosses blanches sur le corps de ce petit serpent noir, il a tout de suite su à quoi il avait affaire. Regardez avec quel soin il perce la peau du reptile avec une aiguille, en retire quelque chose, tire dessus, et tire encore, et encore. C'est bientôt fini. Tu vas y arriver, oui? Ah, désolé, je me suis laissé emporter. Cette créature est une sorte de ver solitaire. La plupart des parasites nuisent à leurs hôtes en leur volant des nutriments. Mais dans le cas des serpents, c'est différent. Ils forment un lien unique avec les vers qui vivent à l'intérieur d'eux. Quel type de lien? On va tout vous dire. Vous voyez ça? Regardez bien, c'est à ça que ressemble un de ces parasites une fois extrait du corps d'un serpent. Le serpent faisait vraiment de son mieux pour le digérer, mais sans succès. Il a fallu retirer une partie du serpent. Pas exactement l'œsophage, mais une partie des tissus mous dans lesquels le parasite était logé. Si vous connaissez bien l'anatomie des serpents, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Sur cette photo, on peut voir l'extrémité du ver, qui n'apparaît qu'un instant avant de se cacher à nouveau dans les tissus mous. Même extrait du serpent, le parasite est toujours vivant. C'est pourquoi une partie du serpent tressaille de temps en temps. C'est subtil, mais quand on s'en aperçoit, on n'a qu'une envie, c'est de hurler. En tout cas, c'est mon cas. Et vous? Bon, il y a des questions plus importantes. Essayons plutôt de comprendre comment ces vers se retrouvent à l'intérieur d'un serpent et finissent par vivre sous sa peau. Comme ce serpent dans le Queensland, le parasite était en fait logé entre ses écailles. C'est très simple, les serpents sont infectés par ces espèces de ténias lorsqu'ils mangent des animaux eux-mêmes infectés. Avant d'être dévorés par un serpent, un lézard, une grenouille, un crapaud ou même un cafard peut être porteur du parasite, sans se douter qu'il abrite cette friandise supplémentaire. Ces vers sont des parasites assez courants, dont certains vivent dans un serpent pendant longtemps. Ils ne deviennent mortels que s'ils pénètrent dans des organes vitaux. Sur 10 serpents, on estime que 2 à 3 en sont porteurs, ce qui est beaucoup. Les ténias sont présents chez tous les reptiles, à l'exception des crocodiles. Et encore, les crocos en ont aussi, mais c'est plus rare. Je suppose qu'ils ont simplement plus de chance. Naturellement, il existe plusieurs espèces de vers. Celle-ci n'est pas dangereuse pour les serpents, car ils ne sont que des hôtes intermédiaires. Le ver saute sur le serpent comme sur un train en marche. Avouez que la ressemblance est troublante. Un serpent est moins rapide qu'un TGV, mais c'est toujours mieux que si le ver voyageait seul. Parfois, il se produit quelque chose de très inhabituel. Un serpent avale un parasite qui ne lui était pas destiné, qui visait une autre espèce et qui n'avait pas l'intention de vivre à l'intérieur d'un serpent. Ça peut se produire pendant que le serpent se nourrit ou complètement par hasard. Le ver se retrouve ainsi piégé à l'intérieur du serpent. Imaginez que vous vous êtes trompé de train, mais que vous ne pouvez pas en descendre parce que, je sais pas, les portes sont bloquées et il y a une tempête, une pluie de météorites et des capybaras carnivores à l'extérieur. Bref, mieux vaut pas sortir. Le ver se contente alors de ramper le long du corps du serpent, le plus souvent sous sa peau, en espérant qu'un jour, il trouvera un endroit agréable. Son but est de grandir et de pondre des œufs pour que ces derniers finissent à l'extérieur du serpent et que sa progéniture ait une meilleure vie que lui-même, à l'intérieur d'un hôte plus approprié. Ce cycle peut se répéter jusqu'à ce que le ver casse sa pipe, sachant qu'ils peuvent vivre 30 ans. Les serpents vivent généralement entre 10 et 20 ans. Pour rester en vie, la créature ne prélève qu'une infime partie des ressources de son hôte. Comme ils ont évolué pour coexister pacifiquement avec leur hôte, ces vers ne perturbent pratiquement pas la vie des serpents. Un serpent en bonne santé qui transporte un de ses parasites risque de perdre un peu de poids, mais ce sera difficile à remarquer. En résumé, un jeune serpent qui avale un ténia par accident risque de le garder toute sa vie. C'est comme vivre avec un voisin excentrique. Quant aux serpents malades, c'est une autre histoire. Les serpents faibles et malades ne peuvent pas supporter la présence d'un tel ver dans leur organisme. Même si le parasite ne vole qu'une faible quantité de ressources, ça peut suffire à faire la différence. C'est pourquoi les vétérinaires retirent souvent ces vers s'ils entravent la guérison d'un serpent. Dans les autres cas, mieux vaut ne pas intervenir et laisser le ver vivre sa vie. Et si vraiment on décide d'enlever le ver, mieux vaut le retirer en entier, car s'il reste un fragment, il risque de survivre et de se reproduire. Au fait, les experts déconseillent de faire ça chez soi.
Si votre serpent domestique a un problème, mieux vaut le confier à un spécialiste. Non seulement il fera ça proprement, mais il enlèvera tout le ver, car la longueur de ces parasites peut varier considérablement. Le ver de la vidéo mesure environ 15 cm. Ça paraît peu, certes, mais si l'on considère que le serpent hôte ne mesure que 30 cm, ça semble tout à coup énorme. C'est comme si un corps étranger de la moitié de votre taille résidait en vous. Je préfère pas imaginer ça, et je pense que vous non plus. Et il y a pire, les plus gros vers trouvés dans des serpents peuvent atteindre environ 30 cm, tandis que les plus petits mesurent moins d'1 mm. Bien, on a déterminé la taille de ces parasites et la manière dont ils se retrouvent à l'intérieur des serpents. Penchons-nous maintenant sur le cercle de la vie, même si la musique du Roi Lion ne suffira pas à rendre l'histoire agréable. Gecko, cinq et grenouilles attrapent le parasite en avalant ses œufs. Une fois éclos dans leur hôte intermédiaire, les jeunes ténias quittent son intestin pour migrer vers différents tissus en fonction de l'espèce. Ils pénètrent dans les tissus, forment des kystes et passent progressivement au stade suivant. C'est alors qu'un serpent avale l'hôte intermédiaire, ainsi que le ténia. Il existe de nombreuses espèces de ténias, ce qui rend difficile une description générale. Les stades de développement des différentes espèces sont parfois très différents et chaque parasite a ses préférences en matière d'hôte. Peu importe, concentrons-nous sur l'espèce Spirometra erinacei europaei qui vit sous la peau des serpents. Ces vers passent par 3 hôtes au cours de leur vie. D'abord un crustacé, puis un poisson ou un reptile, et enfin un mammifère. Il peut s'agir d'une souris ou de n'importe quel primate, mais leur destination finale est un humain ou du bétail. Dans des hôtes de grande taille, ces vers peuvent mesurer plusieurs mètres, mais à l'intérieur d'un serpent, ils ont moins d'espace et ils restent donc assez petits. Mais le plus intéressant, c'est que malgré le très grand nombre de serpents sur la planète, combien Steve ? Steve dit qu'il y a plus de 3000 espèces. Bien que les serpents et leurs parasites soient très répandus, ils font l'objet de peu d'études. La moitié à peine des espèces de serpents d'Amérique du Nord ont été examinées à la recherche de parasites. Ces créatures fournissent pourtant aux chercheurs des informations précieuses sur le régime alimentaire d'une espèce, ses prédateurs, son habitat, les risques qu'elle court et son comportement. L'étude des serpents pose certaines difficultés. Ces créatures sont passées maîtres dans l'art du déguisement, ce qui rend leur observation délicate. Le suivi des serpents sauvages est complexe, ils sont insaisissables et difficiles à surveiller. En outre, on a du mal à comprendre comment les parasites influencent leur comportement ou leur état de santé. Il existe des méthodes telles que l'implantation de capteurs dans les serpents, mais elles prennent du temps et sont coûteuses. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les chercheurs s'en désintéressent. Les serpents nous intriguent tous, scientifiques et gens ordinaires. Voici un article qui a été publié dans la revue Nature en 1898, au mois d'août pour être précis. On a privé de nourriture pendant 3 semaines une couleuvre de 61 cm de long en captivité. Lorsqu'on lui a offert une belle grenouille, elle l'a avalée aussitôt, en commençant par les pattes arrière, conformément à son comportement habituel. L'ingestion a pris du temps. Après 1h30, la grenouille n'avait parcouru qu'un tiers du corps du serpent. Puis, alors que les chercheurs commençaient à manipuler le serpent, ils ont vu une masse remonter vers la tête du serpent. Sa bouche s'est ouverte et la grenouille en est ressortie. Après plusieurs heures passées à l'intérieur du serpent, la grenouille avait pris une vilaine couleur et elle semblait mal en point. Malgré ça, elle sautillait, maudissant peut-être le serpent en langue grenouille. Pour un amphibien, rester bloqué sans air pendant des heures aurait pu être supportable s'il n'y avait pas eu les sucs gastriques. Finalement, lorsque le serpent s'est retrouvé seul avec la grenouille, il a de nouveau avalé son repas tenace. Et cette fois, pour de bon. Quand Steve m'a lu cet article, on s'est demandé combien de temps une créature pourrait survivre à l'intérieur d'un serpent si elle était avalée tout rond. Et encore vivante, bien sûr. Dans un tel cas, de quoi elle finirait par mourir ? En général, les serpents abattent leur proie avant de l'avaler, soit à l'aide de venin, soit en employant la méthode bien connue de la strangulation. En effet, si la proie bouge encore, elle risque de blesser le serpent de l'intérieur. Il n'est pas prudent de dévorer des animaux vivants. Mais certaines espèces sont pressées, elles préfèrent avaler leur proie en vitesse pour ne pas se la faire voler. C'est le cas de la couleuvre à collier, de la couleuvre d'eau et de la couleuvre verte, auxquelles ça ne pose aucun problème.
Elle s'attaque à des proies faciles comme les poissons, les lombrics, les insectes ou les grenouilles qui ne peuvent pas les blesser, même s'ils se débattent avec acharnement. En vérité, une proie peut pas vraiment survivre à l'intérieur d'un serpent. Dans tous les cas, elle meurt quelques minutes après avoir été avalée. Mais comment ça se produit? Et si une proie parvient à s'échapper de la bouche d'un prédateur, il se passe quoi ensuite? On pourrait croire que la pression exercée par les entrailles du serpent suffirait à écraser la proie. Mais dites-moi, vous avez déjà vomi? Toutes mes excuses si vous étiez en train de manger. Quand on vomit, le corps régurgite des aliments non digérés. C'est la preuve que les contractions de l'œsophage ne sont pas assez fortes pour écraser les aliments. Elles se contentent de les rapprocher de l'estomac. Une fois dans l'estomac, c'est l'acide gastrique qui tue la proie. Mais ça se passe pas comme au cinéma. À cause des sphincters, il n'y a presque pas d'air dans l'estomac. Alors, un animal qui serait encore vivant perdrait conscience rapidement et mourrait relativement vite. Par ailleurs, l'acide gastrique mettrait du temps à décomposer la peau ou la couche externe de la proie au point de la blesser. Même si un poisson était avalé vivant, la forte acidité de l'estomac et le manque d'oxygène conduiraient au même résultat. Il suffoquerait. Seul un animal adapté au manque d'oxygène aurait une chance de survivre. Il y a quelques années, on a vu une vidéo qui montrait un étrange serpent ressemblant à un ver sortant de l'arrière-train d'un crapaud. Le serpent est décédé quelques heures plus tard, mais il avait réussi à survivre à son passage par le crapaud car il était adapté à la vie sans oxygène. Ces serpents aveugles vivent sous terre où évidemment il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Il y fait aussi sombre que dans les entrailles d'un crapaud. Bon, entre nous, je parie que vous vous demandez ce qui se passerait si un anaconda avalait un être humain vivant. Vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question. En 2014, la chaîne Discovery Channel a diffusé une émission qui visait à y répondre. Son projet, faire entrer un humain à l'intérieur du plus grand serpent terrestre, vivant. En soi, qu'un anaconda puisse avaler un être humain n'est pas surprenant. Ils en sont capables. Mais tous ceux qui se sont retrouvés dans cette situation en sont morts, et tourner ce film a donc demandé beaucoup de préparation. Il fallait régler de nombreux détails avant le tournage de cette scène. Un costume spécial a même été fabriqué. Personne n'avait jamais essayé une telle chose auparavant. Le monde était prêt pour un événement sans précédent. Malgré les moyens investis pour faire la promotion de l'émission, beaucoup de gens avaient des doutes, et il s'est avéré qu'ils avaient raison. L'anaconda a bien attaqué le cobaye, mais il ne l'a pas avalé. Pour des raisons de sécurité, l'équipe a tout arrêté, et elle n'a diffusé que les images du serpent tentant d'étrangler l'homme. Des zoophiologues et des chercheurs ont regardé l'émission, et bien entendu, ils ont fait part de leurs commentaires. Ils ont listé 7 raisons pour lesquelles cette idée saugrenue n'était pas réaliste. Première raison. Bien que l'anaconda soit le plus grand serpent de la planète, sa longueur dépasse rarement 6,70 m. Il est extrêmement difficile de trouver un anaconda qui puisse et veuille avaler un être humain. Normalement, il dévore des proies qui pèsent moins de 30% de leur poids. Pour le plus grand anaconda jamais observé, qui mesurait 8,80 m et pesait 250 kg, un homme adulte aurait pu figurer au menu. Mais de tels anacondas colossaux sont incroyablement rares. Deuxième raison. En général, les serpents ne mangent pas d'animaux plus larges que leur propre corps. Avec leurs larges épaules, surtout lorsqu'ils portent des combinaisons de protection, les humains ne les intéressent pas. Ces serpents se nourrissent plutôt de petits animaux comme des rongeurs, des cerfs, des pécaris, des capybaras, des tapirs, des tortues et des caïmans qui sont plus fins que les larges épaules d'un être humain. Un serpent qui tenterait d'avaler un humain échouerait sûrement, ce qui le conduirait à abandonner l'expérience. Troisième raison. L'anaconda fait partie des serpents qui tuent leur proie avant de l'avaler. Il ne ferait pas d'exception pour un animateur télé, malgré la présence d'un tas de caméras. Il enserre le malheureux animal jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer pour qu'il ne gâche pas son repas. C'est là la cause du problème qui a mis fin à l'expérience. Pour que l'animateur soit en sécurité, la combinaison devait résister à la pression exercée par l'anaconda. Cependant, elle n'a pas pu supporter la force, ce qui a inquiété le cobaye et causé la fin de l'expérience. En conséquence, le serpent a perdu toute envie de manger l'homme. Quatrième raison.
Même si, contre toute attente, le serpent avait réussi à avaler l'animateur, il aurait été incroyablement difficile de l'en sortir. Les dents de l'anaconda sont recourbées pour saisir sa proie, de sorte qu'elles auraient risqué d'endommager la combinaison, ainsi que l'homme. 5e raison, quand on se fait avaler, on ne peut pas s'empêcher de se tortiller, ce qui pousse le serpent à resserrer son étreinte. Or, l'équipe ne voulait pas laisser le serpent écraser l'hôte. C'est pourquoi, même en présence d'une proie alléchante, un délicieux animateur vêtu d'un costume anti-serpent, le serpent a perdu l'appétit. 6e raison, on ne sait pas très bien comment l'équipe comptait extraire le cobaye de l'anaconda, car ces serpents sont très réticents à l'idée de renoncer à leur repas. Recracher ce qu'on vient péniblement d'avaler demande beaucoup d'efforts, sans parler des risques potentiels. Enfin, 7e raison, lorsqu'un serpent avale une très grosse proie, comme un animateur télé, son œsophage s'étire au point de devenir aussi fin que du papier. Un humain vivant l'endommagerait à coup sûr, surtout vêtu d'une combinaison de protection et étant encore capable de bouger. Enfin, tout ça ressemble furieusement à de la cruauté envers les animaux. Le serpent n'apprécie manifestement pas l'expérience. D'ailleurs, les experts ont refusé de superviser le processus, estimant qu'il n'avait aucune valeur éducative et qu'il ne s'agissait que d'une course à l'échalote. On peut donc se réjouir que le tournage ait été interrompu et que l'anaconda ait pu quitter le plateau indemne. Au moins, on a la réponse à une question importante. Un humain ne peut pas pénétrer à l'intérieur d'un serpent. En tout cas, pas vivant. Fin de l'histoire. Bon, pas tout à fait. Les anacondas sont pas les seuls à pouvoir avaler de grosses proies tout ronds. Les pythons en sont capables aussi. Grâce au rayon X, il a été possible de voir comment un python birman vient à bout d'un repas de la taille d'un alligator. Un repas qui consistait justement en un alligator. Ces deux animaux sont de redoutables super prédateurs, mais un python affamé est presque inarrêtable. Les chercheurs ont découvert que pour digérer un repas aussi copieux, le corps du python de 1,40 m de long passait par d'importants changements. Ses organes ont pris du volume et ils se sont mis à fonctionner beaucoup plus rapidement que d'habitude. Le volume de son cœur a augmenté de 40%, celui de son pancréas de 94% et son foie a plus que doublé de volume. Pour digérer toute cette nourriture, l'intestin grêle du python s'est rempli d'enzymes et d'acides puissants. Son métabolisme s'est accéléré jusqu'à atteindre une vitesse incroyable. Le python a également dû gérer les gaz puisqu'il a avalé l'alligator en entier. Je veux dire par là que l'intestin de l'alligator contenait des bactéries, ce qui l'a amené à se décomposer à l'intérieur du python. Avec le temps, l'alligator s'est mis à gonfler, ce qui a fait gonfler le python. Mais en juger par les photos, en seulement 3 jours, le corps de l'alligator avait déjà perdu du volume. Au 4e jour, la plupart des tissus mous et une partie des os avaient été digérés, ne laissant que la peau et le squelette, dont la digestion s'est poursuivie dans le côlon. 6 jours plus tard, l'alligator de 50 cm avait été entièrement décomposé et le 7e jour, la digestion était terminée. Il n'en restait aucune trace, l'intestin du serpent était redevenu normal, comme le reste de son organisme. Le plus intéressant, c'est que d'après les chercheurs, digérer cet alligator a été plus facile au python que de digérer certains rats ou pigeons, sans doute parce qu'il était plus motivé. À plus.